Bonjour à tous, bienvenue pour le lancement officiel de l'édition 5 du Festival Sainte-Tartine. On se retrouve ici en présence de nos invités, de Monsieur le maire, dans le théâtre municipal de Béziers. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Stéphane, c'est un plaisir de revivre ce moment fort autour des tartines qui met un peu de lumière le jour de la Sainte-Tartine. Exactement. Et Monsieur le maire ici présent, on s'était vu l'an dernier, un an jour pour jour, et on devait se retrouver à Béziers dans un autre lieu, les arènes. Confinement oblige. On modifie la formule et on se retrouve ici avec nos invités. En tout cas, les recettes de tartines sont au rendez-vous et elles seront toutes à retrouver en vidéo. Exactement. On a profité de ce confinement pour revoir la formule de l'événement. Donc nous sommes allés filmer chez des restaurateurs, plus de 30 restaurateurs, donc qui nous ont fait partager leur amour de la cuisine et leur passion peut-être spontanée de la tartine. Donc il y a une trentaine de chefs de toute la région Occitanie, avec une base dominante sur Montpellier et Béziers, mais des recettes qui vont être toutes mises en ligne, je l'espère, ce soir à partir de 19h sur le site de la Sainte-Tartine. Et pour démarrer, moi j'aimerais dire que la tartine c'est quand même un mode de consommation qui est plutôt fédérateur. Sur la tartine on y retrouve plein de choses, on y retrouve plein de monde qui travaille avec amour des bons produits. C'est une façon de partager quelque chose, c'est avec les mains. Voilà, c'est aussi des souvenirs d'enfance, quelque chose qui touche les grands et les petits, qui peut être nomade ou très chic. C'est populaire, vraiment, c'est un mode de consommation populaire. Et qui nous accompagne toute la journée, de la tartine du petit déjeuner jusqu'à la fin de la soirée. Exactement. Ou un petit creux la nuit improvisé. Anne-Sophie, je te propose qu'on aille voir Monsieur le maire. Qu'on vienne. Donc bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous recevoir, des efforts que toute votre équipe ont fait pour que cet événement se passe malgré tout. Dans ce magnifique théâtre de Béziers qui est un cadre... Dans ce foyer du théâtre qui a été entièrement rénové. Alors, à la fois, je suis content que vous puissiez le présenter aux internautes. Évidemment, je suis animé d'un vrai regret puisqu'on avait ensemble imaginé de faire une fête incroyable dans les arènes de Béziers. Mais je vous rassure, c'est que partie remise. On se retrouve l'an prochain aux arènes, évidemment, et avec grand plaisir. Très bien. Et est-ce que vous, la tartine, ça vous parle ? Écoutez, ça me parle avec un bémol. Il se fait que je suis végétarien, donc vous le savez. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses éliminées de ma nourriture, mais c'est un choix philosophique et tout. Mais reste que, tout à l'heure, vous disiez, madame, que ça rappelait des souvenirs d'enfance. Et je suis pied noir. Et je suis né à Oran, qui est une ville très espagnole, comme vous savez, qui était une ville très espagnole. Et qu'est-ce que c'était la tartine dans ma jeunesse? C'était le pain sur lequel on frottait de la tomate, où on mettait juste un filet d'huile d'olive et un peu de gros sel. Et c'est un souvenir merveilleux. Vous voyez, c'est rudimentaire, mais quand le pain est bon, quand l'huile est de qualité, quand la tomate est à point, c'est un merveilleux moment qui est enfin, au fond, ma Madeleine à moi. C'est ce que j'allais dire, Proust à sa Madeleine. Voilà, moi j'ai ma tartine. Qui était déjà végétarienne. Voilà, mais il se fait qu'elle était déjà végétarienne, mais ce n'était pas un choix à ce moment-là. Et avec des produits du Sud qu'on va retrouver, puisque l'huile d'olive nous lie. Voilà, on a mis l'accent sur les produits d'Occitanie. On se retrouve, j'en profite pour vous dire que demain, nous sommes en direct sur Facebook et YouTube dans les halles de Béziers. Deux chefs biterrois vont venir réaliser des tartines en direct avec leurs ingrédients, leurs recettes. Donc cette diffusion vous permettra de faire ces mêmes recettes chez vous. Vous verrez les petites astuces de chef et vous verrez qu'aussi que la tartine, ça peut être très joli et avec plein de symboles et plein de convivialité. Et si je peux me permettre, ça peut même être chic parce que demain, au même moment, ce sera la fête de la truffe à Béziers. Rien n'empêche d'aller acheter une truffe à côté et de faire une somptueuse tartine avec juste un peu de pain,
un peu de beurre et dessus poser des truffes. Les 2 tartines des chefs sont faites à base de truffes. Oh, alors, J'ai on dit va que se régaler. c'était imposé. On est dans les produits de saison, puisqu'effectivement, exactement. on est en pleine saison de la truffe et que l'Occitanie est une grande région productrice de truffes. Merci à vous. En tout cas, merci d'être ici. Merci pour cette invitation et qu'on puisse continuer cet événement ici sur Béziers. On y compte bien. Donc j'en profite maintenant pour présenter un petit peu les intervenants qui vont animer avec nous cette conférence, ce débat autour de la tartine me fait du bien. On va commencer par Violette Vorette. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Pérols. Tout à fait, oui. Psychologue clinicienne à Pérols. Oui. Voilà. Donc, je ne vais pas vous demander de parler de vos patients, mais le rapport avec la nourriture, c'est un élément qui reste assez présent. Généralement, on dit c'est la nourriture ou les parents. Non, oui. Il n'y a pas quelque chose comme ça? Tout à fait, oui. La nourriture, c'est vraiment l'oralité. C'est vraiment, on le travaille beaucoup avec les patients. C'est le premier plaisir de l'enfant. C'est le premier plaisir qui ouvre plein d'autres plaisirs. Donc oui, c'est central en psychologie. Très bien. Magnifique, ça fait un joli lien avec le corps et l'esprit, puisque vous êtes... Je suis Virginie Bonomo, je suis diététicienne à Sète et à Poussan. Et c'est vrai que bien souvent, on fait cohabiter la psychologie et l'alimentation parce qu'il y a tout un lien de plaisir. Mais l'alimentation, c'est aussi un gage de bonne santé. C'est un gage aussi d'améliorer sa santé par rapport aux maladies chroniques qu'on peut retrouver assez souvent. Mais le plaisir reste aussi central dans la partie diététique de l'alimentation. Et c'est très agréable à entendre, effectivement. On peut avoir une motivation positive de travailler le côté diététique. Ce n'est pas seulement une solution à des problèmes, c'est aussi une ouverture à des plaisirs. Tout à fait. Laetitia, bonjour. Bonjour. Donc Laetitia Viala. Laetitia Viala du domaine Loulivi, productrice d'huile d'olive à Combayo. Voilà. Alors on est en production biologique. On a 32 hectares sur notre domaine et nous faisons des produits huile d'olive, olive, purée d'olive, vinaigre, tapenade. Et tout ça sur notre domaine. Voilà, des bons produits à consommer tous les jours. Et je tiens à préciser également que le domaine Loulivi est partenaire du Festival Sainte-Tartine depuis sa création. Oui. Donc on se connaît bien, je pense qu'on s'apprécie mutuellement, j'espère. Voilà, c'est ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Et donc vous êtes venu accompagner. Voilà, de mon mari, Roch. Bonjour Roch. Salut Stéphane. Ben voilà, donc le mari, moi je suis plus dans les champs, ma femme est plus dans la vente. Moi, je suis le paysan et elle prend le relais derrière pour vraiment sublimer ce que je fais. Oui, c'est une entreprise qui est vraiment familiale. Oui. Entièrement vous avez familiale. des salariés, mais c'est vraiment l'esprit familial qui domine au domaine de Loulivi. Tout à fait, c'est mon grand-père qui a planté cette exploitation après les grands froids de 57, qui était passionné de l'oléiculture et qui a vu tous ces arbres malheureusement disparaître avec le grand froid, et qui a décidé de planter ces oliviers qui sont transmis de génération en génération pour arriver aujourd'hui jusqu'à la Sainte-Tartine. Voilà, donc il y a quelques bonnes idées quand même qui sortent de la famille. De mauvaises choses, de mauvais épisodes. Voilà. On le retient pour le moment présent. Robert, bonjour. Bonjour, je suis Robert de la Villa Kumquat, chambre et table d'hôte à Béziers, ancien hôtelier, restaurateur avec 30 ans de carrière à l'international. Je suis revenu en France il y a très peu de temps pour m'installer dans cette belle région qui est l'Occitanie, qui nous offre surtout énormément de qualité en tant que produit, petit agriculteur. Voilà. Et vous cuisinez pour vos hôtes Je avec une cuisine table énormément. d'hôtes. La table dans la d'hôte maison. est bien côtoyée chez nous, très demandée, reconnue maintenant par le Collège culinaire de France et notre petit étoilé Michelin qui s'attrape sur nous énormément et qui aimerait vraiment qu'on développe un peu plus la table d'hôte. Mais vu la situation, on y va step by step. On s'adapte. On Elle s'adapte s'appelle énormément. Mais le nom de votre... La Villa Kumquat Villa à Béziers. Kumquat, quel joli nom. Oui, voilà. Pourtant, Vous en kumquat, avez c'est pas très... Marketing. Oui, on a des kumquats, en avez, dans le j'espère, jardin. quand même. Ah oui. bon, parce que c'est pas très Pas local quand facile, même. non, c'est pas très local. Il y a plus mais d'oliviers dans la région que de voilà, kumquat. mais oui, mais il y a quand même des kumquats aussi. On termine On termine avec Christiane. Christiane. Bonjour qui- Christiane.
Bonjour à tous. Alors, moi, je suis agricultrice, productrice d'ail dans le Gers. Donc, voilà ma production. Je ne sais pas si vous voyez. Des beaux ox blancs. Très bien. Voilà, c'est de l'ail blanc, puisque effectivement, sur notre secteur, il y a aussi de l'ail violet ou de l'ail rose. Mais peu importe, ils ont tous la même qualité. Voilà, donc c'est une production qui me passionne depuis bien longtemps. Voilà. Et je suis la 4e génération qui produit de l'ail sur cette exploitation familiale. Bon, mais très bien. Votre accent, votre sourire donne déjà bien envie d'en savoir plus. Merci. Donc je vous propose à tous on va lancer le débat, les polémiques, tout ce qui peut être intéressant autour de la tartine qui me fait du bien. Donc je fais un petit rappel. Donc on n'est pas dans une émission médicale. Donc ce sont des propos qui n'ont pas lieu d'être tenus pour des médicaments, pour des traitements médicaux, je veux dire. On parle en fonction des connaissances et des compétences que tous on a. On ne cherche pas à aller plus loin. Voilà, autant parler vrai. Et je pense que la tartine, il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. Alors, et on commence par le plaisir. Exactement, voilà. Par le côté de ressources incroyables qu'une petite tranche de pain ou chose qui ressemble peut procurer. Tout à fait, vous l'avez dit en introduction, mais en effet, il y a la notion de plaisir et la notion de l'enfance. La tartine renvoie, la symbolique renvoie à l'enfance. Monsieur le maire nous l'a expliqué, des souvenirs d'enfance. On a tous ce moment où il y avait le pain, le chocolat, ou en fait des références à des personnes que l'on a aimées aussi, qui nous ont accompagnés. Et c'est vrai que ça commence avec des souvenirs lointains, et qui ancre quelque chose dans la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle se retrouve aussi, je trouve, dans l'alimentation directement. Virginie, je ne sais pas ce que comment parce qu'en fait, au niveau de l'alimentation, tout ce qui va être plaisir va être au niveau des sens, au niveau de la vue, au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe même, quand on a une bonne tartine bien croquante. Et puis, tout le côté gustatif et même le toucher, puisque la texture, on peut la ressentir avec la bouche et les dents. Et c'est là où les cuisiniers ont beaucoup de savoir-faire et amènent beaucoup de plaisir avec des mélanges et des saveurs toujours différentes. Oui, justement, en cuisine, c'est une notion qui est importante pour vous, Robert, par exemple. De plus en plus. La tartine en France arrive un peu plus tard que dans les pays nordiques. Vous voyez, dans les pays nordiques, la tartine est là depuis tout le temps. Vous allez le midi, vous pouvez manger des tartines au pain noir avec des œufs mayonnaise. Pour eux, c'est une vraie culture. Plus que le sandwich qui était chez nous. Mais depuis quelques années, on voit la tartine se développer énormément en France. Les gens, surtout pour le partage, parce qu'une tartine peut être pour nous, mais surtout pour le partage. Et on voit de plus en plus, les gens veulent des grandes tartines avec tous les pains qu'on peut avoir, tous les produits qu'on peut avoir. Et de plus en plus, on peut dire, même si on est dans une région qui aime la viande, végétarienne. Les gens se tournent de plus en plus vers tout ce qui est végétarisme, et ce qui est très très bien aussi. Ça fait partie des choix quand vous élaborez un menu, un plat. Maintenant, pour la table d'hôte, on présente surtout la tartine parce que je vois que les gens n'aiment plus vraiment se faire la tartine. Donc, si vous faites des tartines pour eux, ça leur donne encore plus envie. On voit, je fais ça maintenant le matin au petit déjeuner. Je crée une tartine à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Et on voit qu'ils les mangent. Donc, au lieu de leur donner du beurre et de la confiture et du pain, vous leur proposez une tartine aussi salée. Donc, le plaisir, c'est aussi pour vous. Et le plaisir est pour moi de créer et aussi de leur faire connaître des nouveaux produits qu'ils ne mangeront pas si vous leur donnez dissociés sur différents plats. Donc, vous disiez en cuisine, une tartine, c'est salé ou sucré. Mais par contre, est-ce qu'il y a une chose incontournable qui fait que c'est une tartine et pas un sandwich ou autre chose ? C'est la tranche de pain, grillée, pas grillée, où on applique les produits dessus. Donc, c'est vraiment pas la double tranche de pain. Pour moi, la tartine... Une seule tranche de pain ? Une seule tranche de pain ou d'autres produits. La focaccia, vous avez
pas que du pain maintenant où on peut faire les tartines. Et surtout, ça donne Produit de la aussi un famille choix du aux pain, parents. en fait. Pour les enfants, faire découvrir aux enfants des produits qu'ils n'oseraient pas manger dans une assiette. Vous pouvez imaginer une blanquette de veau hachée, revisitée sur une tartine avec des petits légumes. Vous allez pouvoir faire manger ceci aux enfants. Oui, c'est important ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, la tartine elle n'est pas couverte, à la différence de l'hamburger, d'autres spécialités. C'est la tartine, elle est ouverte. Il y a quelque chose comme ça qui attire directement le regard, qui est très attirant. Et en effet, C'est pas caché, important. comme un sandwich, on peut. C'est pas caché. On voilà. ne sait pas ce qu'on va Ouais. manger à l'intérieur. Tout à fait, La tartine, ouais. Elle est honnête. elle se propose tout de suite. Voilà. Elle s'offre tout de suite. Elle ne cache pas son jeu. Et d'ailleurs, au niveau de la tartine, on ne peut pas dissocier l'huile d'olive de la tartine. C'est un élément qui est quasi Surtout obligatoire. sur des tartines végétariennes, par exemple, avec beaucoup de légumes ou quoi que ce soit, l'huile d'olive est relativement un peu incontournable, avec des bons produits, des bonnes tomates, des bons légumes préparés à l'huile d'olive, mais sur une tartine, c'est superbe. Et le moment de convivialité aussi, de partage. Qu'on peut donner aussi il y a une notion de satisfaction, de plaisir en tant que producteur. Pierre, sur... Oui, de donner du plaisir gustatif à des personnes qui aiment le produit que nous faisons, nous fabriquons. C'est vraiment une satisfaction personnelle. La finalité, c'est quoi en fait La finalité de votre métier? Oui. C'est Du jour où on plante notre arbre, il faut savoir qu'il faut à peu près 10 ans avant qu'il produise. Donc on a 10 ans de patience, on a 10 ans pour imaginer ce qu'on va en faire de ce produit. Ouais. On a 10 ans pour savoir comment on va le travailler, comment on veut le travailler. Et ensuite, la récompense, donc c'est pas de l'instantané. Notre métier, c'est pas juste tac, c'est fait. Non, il y a de la patience, il y a du respect de la terre. Et ensuite, grâce au chef et grâce aussi à notre savoir-faire, on arrive à des produits extraordinaires. La tartine, ça remplace un peu l'assiette, si vous voulez. Au Moyen-Âge, ils faisaient beaucoup ça. Ils creusaient dans le pain, légèrement le pain, la boule de pain. Ils posaient les aliments dessus, puisque les assiettes, ce n'était pas courant. Et puis ils mangeaient avec le pain tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la tartine. On peut la représenter un peu comme ça, peut-être. Oui, moi je pense. Si je peux me permettre, la première tartine a été repérée en 1596 sur un tableau de Bruegel l'Ancien où on voyait les premiers enfants qui mangeaient déjà la tartine. Donc c'est pas novice. Donc 1596, regardez, je me suis ça s'est répandu avec le pain. Exactement, c'était avec le pain et sur la belle toile de Bruegel l'Ancien, on voyait un enfant avec une tartine déjà dans ce temps-là. Plus le pain s'est répandu, plus... Est-ce qu'on peut associer l'ail et le plaisir? Eh oui. Alors, justement, si on parle de plaisir d'enfance et de souvenirs d'enfance, mais toujours actuel, nous, la tartine, c'est pour le goûter. C'est une tartine, bien sûr, de bon pain, frottée à l'ail, que l'on mange avec du raisin. Alors, bien sûr, ici, pardonnez-moi, mais c'est souvent avec du chasselas. Alors, l'idée, c'est effectivement d'associer du raisin, le grain de raisin doré, sucré, avec la tartine frottée à l'ail. Et lorsque nous faisons des animations, encore aujourd'hui, sur divers salons, pour faire découvrir l'ail à des enfants, nous faisons encore cette recette, c'est-à-dire qu'on frotte du pain avec de l'ail et on leur fait déguster avec un grain de raisin. Ils sont quelquefois un peu surpris, mais très souvent très agréablement surpris. Et en même temps, donc, c'est mon souvenir d'enfance parce que c'était le goûter que nous préparait ma grand-mère quand on rentrait de l'école. Non, mais tout à fait. Je partage ça bien franchement. Est-ce qu'on peut dire que sur l'alimentation, la tartine en particulier, il y a un moment où vous pouvez, Virginie, dans vos conseils, dire lâchez-vous, faites-vous plaisir, un bon morceau de pain avec des... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, au-delà de la calorie, des calories qu'on peut prendre en s'alimentant, mais c'est... Allez,
Alors, la tartine, tout particulièrement, elle a une notion de temps. On ne mange pas une tartine comme on va manger un burger. Vous parliez de burger tout à l'heure. Ce sont des aliments qui sont plutôt mous. La tartine, elle, va avoir une structure. Il va falloir mâcher. C'est quelque chose qui prend du temps. Si on se fait une deuxième tartine, le temps de repas est augmenté. Et dès que le temps de repas est augmenté, on a des notions de satiété qui vont arriver. Le plaisir aidant, on va moins manger. Donc, au niveau nutritionnel, l'avantage de la tartine, il est vraiment multiple. La mastication également. La mastication, le temps qu'on prend pour manger, tout ça a un intérêt nutritionnel. Le plaisir visuel peut-être aussi. Oui, tout ça aussi. C'est vraiment tout un ensemble. Si on décortique vraiment le rituel, parce que moi j'appelle ça un rituel, quand on se fait une tartine, on sort les ingrédients, on la tartine, on la prépare et puis après on la mange. Donc il y a tout ce plaisir visuel de la composition et ensuite de la dégustation. Puisque comme on met du temps à mâcher, je parlais tout à l'heure des sens, mais voilà, suivant, ça peut avoir une odeur, une tartine, ça peut avoir une texture, ça peut avoir un petit bruit du pain grillé qui craque. Il y a aussi le plaisir d'associer différentes saveurs et un peu le tout est possible en fonction de ses goûts. Je trouve que c'est intéressant ce côté, voilà, tout est possible sur une tartine. On peut mettre des éléments nobles comme on peut mettre des éléments de l'alimentation courante. Et je trouve que voilà, il n'y a pas de limite. Il y a moins d'interdits, ou moins de conventions peut-être dans une tartine que dans peut-être des plats plus structurés. Et puis il faut savoir quelque chose, c'est mon grand-père qui me disait tout le temps ça, c'est qu'on ne vieillit pas à table. On peut prendre du temps et on ne vieillira jamais à table. Si le pain est dur, au bout de quelques années, on va avoir besoin d'assistance. Justement, si on peut continuer plutôt sur le côté cuisine. Donc Exactement. on est tous d'accord, la base c'est le pain ou des pains ou des produits panifiables. Oui, le pain. C'est très français en fait. Il y a le pan con tomate, il y a la bruschetta qui existe et j'en oublie d'autres certainement, mais je pense qu'on peut quand même se glorifier d'être le pays de la baguette et à partir de ce principe-là, on peut quand même laisser l'imagination et la créativité agir sur la tartine. Surtout que le pain, on voit de plus en plus de jeunes reprennent des boulangeries, ce qui est très très bien. Ils reprennent toutes les anciennes farines qui sont beaucoup plus... sont mieux, moins traitées. Donc, je viens d'en découvrir une à 7 que je ne connaissais pas, la Carioca, des jeunes qui ont lancé ça et qui font que des farines de meule, des pains, des gros pains qu'on achète au poids. Donc, on voit de moins en moins la baguette et on retourne de plus en plus à ces gros pains qu'on connaissait il y a 20 ans, 30 ans. Nos grands-parents, ils achetaient un gros pain pour la semaine qu'on pouvait conserver. Après, la mondialisation est arrivée. On achetait une baguette le jour après. On ne pouvait plus, à part si on vous la faisait en tartine ou grillée. Et là, on revoit tous ces anciens pains qui reviennent. Et c'est ça qui va devenir de plus en plus intéressant dans les années à venir, surtout pour les tartines. Oui, il y a un retour qualitatif du pain. Est-ce que vous le voyez aussi dans vos... Oui, puisque le pain avec des farines plus complètes redeviennent un petit peu à la mode, si on peut dire, les mélanges de farines ou des farines avec des graines qui peuvent comme ça amener une qualité nutritionnelle au pain. Et on est aussi là nutritionnellement plus intéressant. On ne mange pas assez de fibres, donc la tartine nutritionnellement a des avantages puisque les légumes amènent des fibres, les pains avec des farines plus complètes amènent aussi beaucoup de fibres. On est à l'opposé de la fast-food en fait, avec des choses qui sont denses et qui demandent du temps à faire et du temps à manger. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Le temps pour la nutrition, c'est un bon ingrédient. Quand on voit comment on fait la panification, voilà, le pain, il faut du temps pour lever, il faut un certain temps pour le faire cuire. Il y a des conditions qui sont optimum et du
coup, c'est vrai que l'industrie agroalimentaire a divisé ce temps parce qu'on ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps de faire lever le pain, on ne prend plus le temps de préparer des tartines, on ne prend plus le temps de manger. Donc, et justement, les tartines, je rebondis là-dessus, on peut aussi les associer avec des boissons. Et je dis ça parce que vous avez également un bar à vin dans lequel vous proposez en service de restauration des tartines. Oui, le bar à vin propose comme ça des tartines et on retrouve le partage. On retrouve le partage, on retrouve ce moment où on prend ce morceau de pain, on se le tartine, on se le prépare, on peut l'offrir aussi. On est vraiment dans le partage d'une bouteille de vin, mais aussi d'une tartine. On n'est pas à l'opposé avec un bol de cacahuètes où on va piocher machinalement. Non, là, il y a tout un rituel. Et c'est ce que j'aime, moi, autour de la tartine. C'est tout ce rituel pour soi ou pour offrir. Oui, la tartine, elle est nomade. C'est ça elle a ce côté-là, c'est un petit objet, un objet qu'on va pouvoir partager, bouger, offrir. Ça permet aussi de ne pas être assis à table, on peut bouger vers les autres. Il y a vraiment un côté qui est intéressant dans ce concept-là de la tartine. Vous cuisinez, Christiane ? Ah oui. Ah, j'allais dire, ne me dites pas non. Je cuisine. Alors, ici, on est plutôt dans la tradition avec graisse de canard, un peu moins huile d'olive, mais pour ma part, j'utilise aussi l'huile d'olive, bien entendu. Oui, je cuisine. Alors, pour tout vous dire, j'étais en train de réfléchir, je me demandais dans quel plat je ne mettais pas de l'ail. Le petit déjeuner, peut-être, mais... Oui. Éventuellement, petit déjeuner, oui, parce que j'ai pas de tartine, je frotte pas de l'ail, je trempe pas une tartine à base d'ail dans mon café au lait, mais après, effectivement, de l'entrée au dessert, j'utilise de l'ail dans les soupes, dans les viandes, dans l'eau de cuisson des légumes, voilà. Et comme je vous disais, en tartine, et même aujourd'hui, l'imagination de nos amis restaurateurs fait qu'il y a des glaces à l'ail, entre autres. Dessert, voilà. hein. Enfin, on pourrait décliner très... Mais en tout cas, retenez que de l'entrée au dessert, oui, on peut, et pour ma part, oui, je cuisine et je cuisine avec de l'ail. Au niveau de... Tout à l'heure, Violette, vous avez parlé que ça ouvrait un peu le champ des possibles, la tartine. Au domaine de l'Olivie, je sais que pour y avoir mangé, que vous réalisez en période estivale des tartines. Votre inspiration, elle vient d'où en cuisine sur le... On y a travaillé tous les deux. Le côté, on a travaillé du bon pain de campagne avec notre boulanger de Combayo. En fait, tout simplement, on a lancé cette façon de faire de la restauration chez le paysan parce que je revenais, ça faisait quelques années que j'étais allé en Afrique du Sud pour essayer d'éveiller les Sud-Africains à faire de la bonne olive. Et là-bas, très couramment, il se fait des restaurants paysans, en fait. Les exploitations sont éloignées les unes des autres, mais on peut y manger. C'est-à-dire qu'une exploitation viticole va proposer une pizza. Ils ne connaissent pas les tartines, mais une viande... Alors, faut y retourner. On va l'exporter. Mais une viande grillée, enfin, ainsi de suite. Ouais. Puis je me suis dit, pourquoi on ne le ferait pas à la maison ? De produits de la ferme, de produits à la maison. de leur propre exploitation. Du coup, à la maison, on a décidé de créer ce restaurant. Ouais. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qui nous représente ? Et entre-temps, on avait planté notre potager en permaculture. Et en plus, voilà, il y a un magnifique potager en permaculture, voilà. Des poules, c'est ça. Et du coup, on a des abeilles. En créant le restaurant, en fait, on a voulu faire quelque chose de simple, avec des bons produits. Et la tartine, c'était... Et qu'est-ce qui représente le moulinier ? C'est la tartine au petit déjeuner avec un peu d'huile, de l'ail. On peut la manger salée au petit déjeuner. On peut manger salée, il n'y a pas de souci. C'est tellement bon. Dans le rapport à la cuisine, il y a un élément qui me semble important, c'est les gens avec lesquels vous travaillez, qui vous apportent les produits. Oui, aussi, oui. On a des producteurs locaux aussi avec qui on travaille. Oui. Des chefs ? Aussi des chefs, oui. Beaucoup de chefs, que ce soit dont des Gabin chefs qui nous a fait la tartine plus ou moins domaine connus, Olivie. mais avec beaucoup de créativité.
et des gens qui sont ouverts surtout aux produits, aux bons produits. Voilà. Et Voilà. de qualité. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'on ait 3 étoiles ou pas d'étoiles, l'essentiel, c'est de travailler avec des bons produits et d'en faire le meilleur possible. Et on s'y sortir court le aussi, mieux. puisque vous êtes avec des fournisseurs qui sont, enfin, ou des producteurs pas loin. Oui, on travaille avec des Bien ne producteurs traverse locaux. la planète sur la tartine qui Ah se non. réserve chez vous. Non, non. On ne fait pas de traverser les olives d'Afrique du Sud restent en Afrique du Sud, les nôtres restent chez nous. Et vous, Robert ? Il faut bien en être conscient. Non, c'est vraiment... La proximité est importante aussi. Quand on essaye de s'approvisionner, on regarde autour de chez nous ce qu'il y a. Puis, suivant les produits que l'on veut, on peut s'éloigner légèrement, puis légèrement, goûter. Voir la philosophie du producteur aussi, c'est important. Parce que ça ne sert à rien... Nous, on est en permaculture, on essaye de vraiment être là, au sein de la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui cultivons la terre, c'est la terre qui peut nous produire des aliments. C'est complètement différent. Et c'est comme en ce moment, sur les tartines et tout ça, on essaye de faire des accompagnements. C'est plus la viande, le plat principal, c'est le légume, et c'est la viande qui va accompagner le légume. On essaye d'être plus créatif, d'être La permaculture, pour moi, elle se rapproche, je ne sais pas ce que vous en pensez, à de la cuisine. On est dans un environnement tout fermé, à fait. Et dans lequel il faut qu'on produise un plat, de la nourriture. Et en permaculture, c'est à peu près la même chose. Le principe de la permaculture, c'est d'essayer de faire avec ce qu'on a. Tout ce qu'on a, c'est-à-dire de rien jeter. Et je pense qu'en cuisine, ça se ressent de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, les épluchures, on ne les donne plus aux cochons, on essaye de les utiliser avant de les donner aux cochons. Des pickles, on a vu dans les tournages avec les chefs, là, donc les épluchures servent à faire des pickles. Des feuilles frites Exactement, maintenant on utilise tout. On voit de plus en plus de petits agriculteurs. La situation qu'on est en train de vivre aussi a repoussé les gens à passer plus de temps en cuisine, déguster de nouveaux produits, de la tartine sûrement, parce qu'ils sont de plus en plus enfermés chez eux. On voit cette situation développe les petits producteurs, ce qui est très très bien. Vous allez sur les marchés, vous voyez de plus en plus de monde qui font les circuits courts et qui évitent toute cette grande distribution qui doit rester aussi. Mais on devrait développer de plus en plus les petits producteurs qui vont aider les chefs. Nous, on fait aider, on se connaît, mais... On verra après. On s'est échangé quelques... C'est superbe, ils ont un très beau domaine et c'est à nous aussi, les chefs. Bon, je suis un petit chef, hein. On a une chambre d'hôte. C'est à nous aussi de faire connaître des nouveaux produits et on voit très bien la tartine avec les produits, c'est surtout les enfants. Alors, on disait construire une tartine, le fait de faire découvrir des nouveaux produits aux enfants, c'est de transformer le produit et c'est un jeu pour eux. Vous mettez un petit Tetrix avec plein de petits produits et les enfants créent leur tartine. Et là, vous allez arriver à leur faire manger des choses qui sont incroyables, que si vous leur présentez dans une assiette, ils y toucheront même pas. Et oui, il y a vraiment la notion de jeu dans la tartine. À travers la tartine, c'est vraiment ce qui va éveiller la créativité, le jeu, l'empilement aussi, le toucher. C'est tous les sens, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des tartines maudites ou à déconseiller ? On pense à un certain produit que les enfants adorent, chocolaté, qui commence par la lettre N. Par exemple, est-ce qu'on peut dire non, ça, jamais sur ma tartine ou jamais dans la... Alors, sur la tartine de mes nutritionnellement, enfants. c'est vrai que ça peut se discuter. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Après, il ne faut jamais tomber dans l'excès. De toute façon, l'interdiction totale de manger quelque chose, automatiquement, en psychologie, on le voit un petit peu, on tombe dans une restriction cognitive qui n'est pas forcément intéressante, qui donne une image de l'alimentation qui n'est pas intéressante. Alors, à petite dose, de temps en temps, pourquoi pas, si l'enfant, notamment, ou le grand, a du mal à découvrir. Mais il faut pousser, il faut partir de là et dire regarde ça, découvre ça, et se servir de cette tartine, de cette pâte à tartiner à la base, pour amener progressivement vers une autre forme de tartine, vers des goûts différents. Voilà, il ne faut pas mettre un mur complètement fermé, complètement hermétique. Il faut justement rebondir sur ce mur pour amener les gens à découvrir autre chose.
La tartine amène la transgression, parce que les enfants, ils savent les produits qu'on veut pas qu'ils consomment, et ils ont un malin plaisir à venir tartiner, et vraiment, et ce plaisir, il est décuplé parce qu'il y a la transgression que la tartine permet. Et je pensais aussi à l'autre bout de la famille, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont recommandées ou qu'on pourrait, pour les invités autour de la table à tartiner? Ça va être au niveau du pain. Au niveau du pain, c'est vrai que si on a un pain qui va être dur à mâcher, ça risque d'être un frein pour des personnes âgées qui peuvent avoir des appareils dentaires ou quoi. Donc là, le travail, il est à faire plus au niveau de la texture du pain et du choix et de ce choix-là. Mais sinon, la personne âgée peut très bien manger des tartines. Ça peut être un objet aussi thérapeutique, parce qu'avec les personnes âgées, avec des saveurs qui leur rappellent leur passé, des mets qui ont été associés à ces saveurs-là, ça peut être très intéressant au niveau cognitif aussi et transgénérationnel, intergénérationnel. Moi, je pense qu'on peut aborder également dans ce cas-là la santé au travers de la tartine, santé mentale, physique. Et là, je me tourne vers notre experte en ail du Gers. L'ail, tout le monde sait que l'ail a des vertus bienfaisantes pour la santé. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous m'avez dit que l'ail blanc en particulier. Alors, il faut déjà savoir que Hippocrate, tous les médecins connaissent Hippocrate, et déjà conseillait, recommandait de consommer de l'ail. Alors, l'ail, il est à la fois antioxydant, antiseptique, et il stimule un peu l'immunité. Alors, s'il est antioxydant, c'est parce qu'il est très riche en fibres. Alors, c'est vrai que quand on voit une gousse d'ail, on n'imagine pas. Bon, évidemment, c'est un condiment, ça donne du goût. Alors ça, pour la santé, mais on parlait de visuel et d'envie. C'est vrai que quand vous avez un plat qui sent bon, qui est parfumé, et évidemment, ça donne envie. Donc, antioxydant parce qu'il est riche en fibres. Alors, antiseptique, parce qu'il est très protecteur. Il contient en particulier du soufre. Et donc, vis-à-vis des infections des voies respiratoires, c'est un produit qui est intéressant, bien sûr. Et il stimule l'immunité, pardon. En fait, il agit comme un antiseptique naturel. Et ça, évidemment, on ne peut pas trop rentrer dans les détails parce que vous savez qu'en France, on ne peut pas, c'est réservé au milieu médical. Mais je peux vous dire que, concernant la circulation sanguine et la tension artérielle, il y a des médicaments aujourd'hui qui existent et qui effectivement servent à soigner ces problèmes-là. Il y a eu également, il y a plusieurs années, une étude européenne qui s'appelait Ail et santé. Alors, en particulier autour de l'allicine. Alors, l'allicine, donc, c'est un des composants les plus importants de l'ail. Et cette allicine sert à la fois d'antibiotique, donc, et comme je vous disais, permet de soigner et puis de se booster vis-à-vis des infections par les temps qui courent. Je vous le recommande. Absolument. Est-ce que vous conseillez, plutôt de manger cru ou cuit? Est-ce qu'il y a des horaires où c'est plus positif que d'autres, ou des quantités aussi minimales pour 2-3 petits conseils pratiques peut-être qu'on a envie de savoir après tout ce que vous venez de nous avancer comme vertu de l'ail? Alors, comme souvent, il vaut mieux le consommer cru, mais pour autant, cuit, il a également il conserve une bonne partie de ses qualités, celles dont je viens de parler.
D'ailleurs, le professeur Kayat a écrit, je ne sais plus, c'était en 2016, un livre sur la cuisine anti-cancer. Parce qu'il y a entre autres du sélénium, enfin, etc. Voilà, il y a beaucoup de qualité dans ce produit. Et donc, l'idée, c'est de le consommer plutôt cru. D'accord. Alors après, ça serait quoi, une gousse à minima par jour. Et ben voilà. Voilà, c'est pas beaucoup. Enfin, quand je dis une gousse, c'est pas très une tête. raisonnable. C'est pas une tête, hein, c'est une gousse. C'est hein. une gousse. C'est une gousse. Mais il n'y a, Voilà. a pas de mention à consommer avec modération sur l'ail. Aucune. Voilà, on peut abuser. Non. La seule remarque me dit, mais ce soir, si je dois aller, alors en ce moment non, mais peut-être si j'ai un rendez-vous comme ça, il a un peu une petite odeur un peu soutenue. Ben là, il faut en profiter justement, on voit voilà. personne. Avec les masques, ça filtre. Et l'huile d'olive, il y a aussi bien sûr, vertus santé qu'on. Oui, l'huile d'olive aussi a des vertus. En fait, elle est riche en polyphénol. C'est un antioxydant en fait qui réduit le vieillissement cellulaire. Elle a aussi des oméga 9 en fait qui réduit en fait les maladies cardiovasculaires et qui réduit le mauvais cholestérol. Elle a aussi de la vitamine E, qui est pour l'élasticité de la peau aussi, parce que l'huile d'olive est très bonne aussi pour la peau. On peut s'en servir en cosmétique. En cosmétique, oui. Voilà. Et elle est riche aussi en vitamine K, qui est aussi pour la pour les os, voilà, et pour le sang, la coagulation du sang. C'est aussi valable pour les olives et la pâte d'olive. En fait, ça contient de l'huile d'olive aussi. Voilà, c'est les mêmes vertus. Voilà. L'huile d'olive vient de l'olive. Liquide, solide, avec un noyau sang. Voilà. On retrouve dans l'huile d'olive. On a les qualités de l'olive qui sont là. Et pareil, ces qualités-là, crues ou cuites? Alors, crue, elle est très bonne. Et le point de fusion en fait, de l'huile d'olive est jusqu'à 210 degrés. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, et elle garde aussi ses vertus. Je ne me rends pas compte, 210 degrés, c'est quoi, une cuisson à la poêle? C'est bon? Ouais, cuisson à la poêle, oui. Oui. Même un peu passé. Un peu passé, oui. On pourrait même aller jusqu'à la friteuse, puisque la friteuse est à 190 degrés. Donc, on peut réaliser des frites à l'huile d'olive, ce que je fais régulièrement au domaine. Oui, mais ça, à mon avis, il n'y a aucun intérêt au niveau de la santé, non? Ça doit être très bon. Ouais. Quel autre bon produit on peut mettre, bon au goût et bon pour la santé, sur des tartines qui ne sont pas ceux auxquels on pense habituellement, comme des rillettes, d'oie ou de canard? Quel produit surprenant on a de plus en plus de légumes. On fait des beaux accords. Les gens sont passionnés de petits légumes, les légumes anciens qui reviennent aussi, et tout ce qui est poisson, crustacés, vous pouvez les faire très très bien en tartine. L'ail, j'en mets aussi beaucoup, énormément. J'utilise beaucoup trop d'ail, on me le dit souvent, mais l'huile d'olive, bien sûr. Je fais même confire l'ail dans l'huile d'olive. Ah, moi aussi. Comme ça, tout le monde On adore. Mais il y a plein de nouveaux produits. Les gens sont très friands aussi des épices. Donc, vous pouvez voir de plus en plus dans les tartines des pâtes d'olive avec des épices, des tartinades avec des épices. Ce qui est bien, on fait découvrir d'autres pays du monde à travers la tartine. On peut rajouter aussi tout ce qui va être fruits à coque, où là, on va avoir un apport en oméga 3, qui aussi peut être très intéressant avec les légumes. Les fibres des légumes, bien sûr, les fibres du pain qu'on peut retrouver aussi. Et on retrouve entre l'ail, l'huile d'olive, les fibres et les fruits à coque, on retrouve quand même la base du régime méditerranéen, qui est au niveau santé un des régimes les plus cardiovasculaires et un des meilleurs pour moi. On retrouve en ce moment, donc confiné en lien avec une pandémie qui touche le monde entier. Est-ce que, alors avec toutes les réserves et les précautions que je peux dire, est-ce que l'alimentation, la tartine en l'occurrence, peut ou pas jouer contre une pandémie? Ça, c'est difficile à dire. C'est un virus qu'on ne connaît pas très très bien.
au niveau médical, je pense qu'on a beaucoup à apprendre à ce niveau-là. C'est vrai que dans tous les cas, quand on mange bien, quand on a une alimentation saine, équilibrée, avec de bons produits, de bons oméga, on est quand même dans un état physique un petit peu plus intéressant pour affronter une agression extérieure. Oui, pour répondre à votre question aussi, pour voir à mon cabinet les patients en ce moment assez avec des troubles anxieux par rapport à cette pandémie. Alors, je ne sais pas si la tartine peut soigner. En tout cas, psychologiquement, ça peut apporter de la joie, du bien-être, quelque chose qui est de l'ordre du partage aussi, parce que les amis, on ne les voit pas autant qu'on veut, la famille aussi. Et je pense que ça peut être ce qu'on appelle l'objet transitionnel. En psychologie, c'est très important cette notion-là. Elle a été développée par, je ne sais pas si vous connaissez le Britannique psychanalytique Winnicott, qui a parlé de l'objet transitionnel comme lien avec nos êtres chers. Et la tartine a ce côté-là de cet objet qu'on tient. Et ça peut faire, avec tout ce qu'on a dit aussi auparavant, de lien avec l'enfance, avec nos représentations anciennes, ça peut être quelque chose de l'ordre du transitionnel avec tout notre environnement qu'on n'a pas vraiment à portée de main, enfin qui ne partage pas notre quotidien. Et c'est vraiment intéressant ce concept-là, parce que la tartine répond vraiment à cet objet qu'on peut tenir en main, comme un peu le smartphone, tout ça. C'est des liens avec d'autres personnes qui ne sont pas là. Au niveau des défenses immunitaires, la tartine a-t-elle un rôle à jouer ? Ça, c'est là aussi, on est très dans on est un peu border, hein. Ouais, on est un peu limite. Mais c'est vrai que tout ce qui va être défense immunitaire, de toute façon, va être boosté par une bonne alimentation, un bon microbiote, tout un état de santé global, plus général. Il manquerait, entre le côté psychologique, le côté alimentaire, il manque l'activité physique. Bon, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça doit quand même rester lié à tout ce qui a trait à l'alimentation. On peut pas, je pense pas qu'il y ait des études qui ont été encore publiées par rapport à l'impact de l'alimentation, mais entre le côté je me fais du bien psychologiquement, le côté je fais du bien à mon corps avec une bonne alimentation et des bons produits, je pense du sport aussi, on est quand même mieux armé pour lutter contre cette agression. On a des meilleures conditions du coup. Ça invite peut-être aussi à partir de produits bruts et à cuisiner. On a vu dans cette période de pandémie que les gens allaient plus chercher des produits de proximité et aussi se mettaient à faire du pain pour certains, avec passion. Oui, on a vu... Et à certainement le manger jusqu'à la dernière miette. Et aussi à cuisiner plus, donc peut-être... s'approprier des bons produits bruts. Surtout sur le premier confinement, on a vu cette explosion de personnes qui se lançaient à faire du pain, mais traditionnellement en refaisant leur propre levain. On a halluciné de voir sur les réseaux sociaux le nombre de personnes qui se lançaient à faire du levain, qui est assez facile, et de refaire du pain et de refaire des bonnes alimentations et surtout de partager les recettes sur Internet. Très bien pendant quelques semaines, après ça a un peu diminué, mais ce qui est bien, il faudrait que ça continue, même pendant cette crise ou après cette crise, surtout de continuer cette belle démarche de cuisiner plus, parce que vous faites participer surtout toute la famille, les enfants s'y sont mis à faire du pain, pétrir du pain, c'est aussi un relaxant pour oublier... La matière, travailler la matière, la toucher. Vous travaillez la matière, donc vous pouvez pétrir très longtemps si vous voulez pétrir à la main du pain. Ça fera des efforts physiques et mentaux et ça fera peut-être du bien à beaucoup de monde. Donc, plus de recettes de pain sur Internet, ce serait... Et on peut faire les recettes des choses à mettre sur le pain aussi. Oui, énormément, avec tous les produits. Comme on dit, il y a eu tous ces petits producteurs qui vous ont livré à domicile, ce qui a été un travail titanesque pour eux. Mais on a vu les petits producteurs, que ce soit les ostréiculteurs qui se déplaçaient pour livrer 18, 12 huîtres, très très bien. D'habitude, ils ne l'auront jamais fait. Ça a coupé peut-être un peu cette grande distribution et les petits producteurs se sont rapprochés de plus en plus à ceux qui les font vivre.
Dans l'inconscient collectif, je pense que la tartine, elle se rapporte à un bout de pain avec un produit qui est assez simple et peu transformé. Par rapport à la santé, maintenant, on est dans un mode de consommation où la consommation de masse est sur des produits qui sont hyper transformés, avec beaucoup d'ingrédients qui n'existaient pas il y a quelques années. Pas toujours. Au niveau de la santé, je pense qu'évidemment, ça a un impact, mais psychologiquement, le fait, comme Robert, vous venez de le dire, de revenir à des produits, on va dire, un peu plus bruts, un peu plus traditionnels, on a besoin de confiance en mangeant une tartine toute simple. Je pense que c'est cet ordre-là. Enfin, il y a vraiment cette notion de revenir au basique. On le voit. Au fait maison, en fait, tout simplement. Ouais, et du fait maison. Ouais, le fait maison. Voilà, et c'est parce qu'on n'a pas confiance à l'extérieur ou... Oui, de plus en plus, on a du mal à faire confiance. Et moi, je sais, la première, moi, j'adore cuisiner et je fais beaucoup de choses moi-même, même mon pain. On maîtrise. J'ai essayé, je fais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à faire nos propres produits et après le faire partager aussi, ça donne une satisfaction et ça donne du plaisir et une fierté on trouve aussi. Ça génial. Présenter Voilà, moi Je pense que cette pandémie nous a fait recentrer sur l'essentiel aussi. Et l'essentiel, c'est les aliments simples de base. Et après, les faire développer et vraiment s'éloigner de ce qui peut être un peu plus synthétique. Enfin, voilà, un peu de ce côté-là. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand on va travailler des produits plus simples, plus de saison aussi, voilà, on a automatiquement des produits qui ont plus de goût, donc un plaisir gustatif augmenté. Et c'est lutter un petit peu contre la standardisation des goûts qu'on a dans le tout près industriel, qui va comme ça avoir entre les quantités de sucre, les quantités de sel qu'ils peuvent rajouter, on obtient un produit qui a tout le temps le même goût. Hein. C'est un petit peu le problème des sauces qu'on rajoute, ketchup, mayo. Au final, qu'on mange de la viande, qu'on mange des pâtes ou qu'on mange des légumes, ils ont tous goût au ketchup. Donc, cette standardisation des goûts comme ça nous amène à aimer moins de choses puisque on aime ce qu'on connaît généralement. Ah oui. Et du coup, le développement de la tartine comme ça au travers de nouvelles recettes et d'être toujours entre les épices, entre dans la les créativité huiles, parce que aussi. même les huiles ont des goûts différents. L'ail aussi, entre l'ail blanc, l'ail rose, on a des goûts différents et on peut rechercher comme ça on s'ouvre un petit peu le champ alimentaire. Et ça, au niveau de l'éducation alimentaire, c'est très important. C'est très important pour les enfants aussi. Oui. Et ça peut amener comme ça les gens à manger plus de légumes. Et là, on peut même partir sur le côté écologique il vaut mieux manger des légumes que trop de viande parce que ça a un impact écologique très important. Pour la petite anecdote, quand j'ai connu Laetitia, elle n'aimait pas l'huile d'olive. Faut le savoir. C'est bien. Parce que ses parents n'achetaient que de l'huile industrielle qui ont un goût et Christiane, vraiment justement, horizontal. Et depuis, elle ne peut plus s'en passer. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et j'allais poser une question à Christiane parce que l'ail, c'est vraiment l'anti-standardisation du goût. Ça nous paraît normal dans le sud, en Occitanie, mais pour les Parisiens, c'est quelque chose d'exotique qui va dans quelques plats. Donc, comment on peut amener ça aussi en douceur Alors, en général, je vais tous les ans au Salon de l'Agriculture à Paris et il faut déjà expliquer ce que c'est que ce produit. Il n'est pas très connu finalement, pas suffisamment, comme voilà. Et par exemple, on m'a demandé, évidemment, vu la forme, si ça poussait sur un arbre, par exemple. Après tout, pourquoi pas? Bon, voilà. Donc ça nécessite d'expliquer, de dire que c'est un produit que l'on ne trouve pas tout au long de l'année, au moins du produit local. Nous ne récoltons au mois de juin et donc du produit local français, de l'ail, nous ne le trouvons que, on dira, le deuxième semestre et tout début de l'année suivante. Donc, ce qu'il faut faire, peut-être, c'est déjà regarder les étiquettes. Le consommateur, il faut qu'il regarde l'origine, la provenance. On parle beaucoup de produits locaux et vous avez raison. Donc, il faut apprendre à regarder les étiquettes.
Et alors après, c'est un condiment, donc c'est fait pour donner du goût. Alors c'est un condiment du Sud, donc forcément c'est vrai que dans le Sud nous le connaissons, mais on s'est rendu compte par exemple que l'année dernière, au moment de la pandémie et au moment où on a tous été confinés, il y a eu une augmentation de la demande de ce produit de plus d'un quart, plus de 25%. Alors, bon, on s'est demandé pourquoi. C'est en fait ce que vous disiez, c'est que bon, les personnes étant à leur domicile ont cuisiné davantage, mais alors ce qui nous réjouit, c'est que visiblement, ils ont cuisiné avec de l'ail. Parce que effectivement, c'est bon pour la santé, c'est clair. Et puis, bon, ça parfume, quoi. Alors, ça vous donne envie des légumes, même des légumes tout simples. Qu'est-ce que vous voulez, ça donne du goût, un goût supplémentaire à vos légumes. Moi, personnellement, j'en mets dans l'eau de cuisson des pâtes, des pommes de terre. Alors, pour ceux qui ne seraient pas des fanats d'ail, ça parfume légèrement. Voilà. Le dosage est important. Savoir le dosage, comment est fait pour mettre dans les pâtes, comment vous faites? Vous dosez comment? Comment vous faites? Dans les pâtes, bon, je pense que vous les faites cuire dans l'eau. Donc, vous mettez une gousse d'ail dans l'eau de cuisson. Vous la concassez ou pas? Pardon? Vous la concassez? Ah, pas du tout. Oh non, faites des choses simples. Non, vous pelez votre gousse d'ail et vous la mettez dans l'eau de cuisson, ce qui fait que ça vous donne un léger parfum et ça vous change un peu le goût des pâtes. Pommes de terre, même chose. Et si vous frottez vos plats, si vous voulez faire une salade par exemple, vous frottez votre saladier avec une gousse d'ail. Bien sûr, vous pouvez mettre de l'ail dans la salade, il n'y a pas de souci. Si vous faites cuire une viande, je vous recommande de mettre de l'ail en chemise tout autour de votre volaille. Si c'est effectivement un poulet du Gers, c'est très bien. Mais voilà, donc de mettre on appelle ça de l'ail en chemise, qui va faire, en fait, en cuisant dans le jus du rôti, va vous faire, en fait, comme une sorte de pâte parfumée et encore une fois qui accompagne bien ces produits-là. Bon, après on a parlé de la truffe. Moi je vous recommande aussi de mettre dans votre bocal de foie gras, avant de le faire cuire, d'y mettre une gousse d'ail. Ça vous parfumera de l'ail au foie gras. Voilà. Je pourrais vous donner des recettes. Et sur une tartine alors de l'entrée au dessert. Et peut-être sur une tartine, vous auriez une idée à part la première version que vous nous avez présentée de goûter d'enfance, une autre manière de l'accommoder à l'ail? Si vous aimez, avec par exemple un beurre d'ail, vous pouvez préparer un beurre d'ail. Tout simplement, donc mélanger du beurre de bonne qualité. Alors pardon pour nos producteurs d'huile d'olive, mais il y a d'autres recettes possibles, je pense. Et vous écrasez bien de l'ail et vous mélangez, ce qui vous fait un beurre d'ail que vous tartinez. Et là, ça vous fait pour un apéritif, une tartine apéritive. Alors là, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre du jambon, des viandes blanches froides, enfin tout ce que vous voulez là. Magnifique. Du poisson, des crustacés, vous pouvez y ajouter du miel, enfin voilà. Tout est possible en fait. Oui. Avec beaucoup de simplicité. Juste pour vous faire plaisir, maintenant, ce qui marche beaucoup pour ceux qui n'aiment pas trop le goût de l'ail, c'est l'ail noir. Ils font l'ail noir qui est très sucré et qu'on utilise énormément en cuisine maintenant. Et tous les chefs... Très à la mode. C'est à la mode, voilà. C'est bon aussi. C'est pas mauvais, hein. Ah oui, c'est sucré. Voilà, on tombe dans le sucré. C'est doux. On va passer au tour de table. Je pense qu'on a abordé pas mal de suggestions pour donner envie à tout le monde d'aller faire des tartines avec les bonnes idées de nos participants. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une tartine que vous ne mangeriez jamais ou au contraire il faut absolument que j'aille la faire et la déguster, peut-être suite à cette réunion? C'est compliqué parce que
croquant quelques petites graines comme ça qui pourraient rajouter ce petit truc sympa qu'on retrouve. Un conseil tartine? C'est la saison, donc on va partir pour faire manger les oursins. On rentre dans la saison des oursins. Vous faites un beurre d'oursin que vous mettez sur une tartine avec plein de petits légumes craquants. Donc vous avez le légume et le côté iodé de l'oursin que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Mais si vous le faites en beurre avec les langues d'oursin et que vous écrasez sur du pain chaud, ça cartonne. Et on est vraiment dans nos produits du bassin de Thaude. Produits de saison surtout. En tout cas, ça donne envie d'oser et d'essayer ce soir nos tartines, de voir les recettes des chefs aussi. On a vraiment envie on a hâte de pouvoir s'y mettre et déguster tout ça. Et vous, votre tartine star au domaine, c'est quoi? Je n'ai pas eu une tartine phare, Ah, il y en a est plusieurs. tellement que ça va être difficile. Mais là, je pense à une tartine un peu intersaison peut-être, mais que l'on peut agrémenter saisonnalement avec certains trucs. Alors je pense à donc, une base de pain donc, avec des graines, pain à graines, avec une petite couche de moutarde, des petits filets de poulet, un peu de fromage de chèvre. Là, en cette saison, vous avez tout ce qui est curcubitacé, enfin les courges et tout ça. Quelques petites tranches de courges que vous avez fait rôtir légèrement un peu avant. Et ensuite, un filet de farigoule. La farigoule, en fait, c'est une huile que l'on élabore. On broie les olives et en même temps que de broyer les olives, on broie du thym, romarin et laurier et sarriette. Et ensuite, on extrait l'huile d'olive et en extrayant l'huile d'olive, on extrait vraiment les essences de la garrigue. Et sur du fromage de chèvre et comme ça, franchement, ça peut être quelque chose de pas mal. Et on a un repas complet et équilibré et transportable si besoin pour manger. Tout ça à partager avec des amis dès qu'on pourra. Dès que possible. Parce que la tartine en visio, ça restera une visio. Et d'ailleurs, cette semaine, la plupart des chefs ont utilisé de l'ail dans leur recette, tout comme l'huile d'olive. Hein. J'ai oublié l'ail. C'était des produits stars, des recettes que vous allez découvrir sur... Jacques Pourcel m'a fait des chips d'ail. Hein. Et c'était excellent. Tout à fait. Bon, ben, merci à tous. Un jour pour parler d'ail. Pardon? Oui. Il nous faudrait au moins une journée pour parler d'ail et de recettes. Au moins, oui. Ben, on va faire un thème tartiné ail. Très bien. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous. Bonne participation. Voilà, on se retrouve pour un apéro très volontiers. Très bientôt. À échanger nos recettes de tartines sur quel pain, quel ingrédient, quelle viande, quels légumes. Je pense qu'on a fait quand même un tour plutôt intéressant. J'espère qu'on a donné envie d'aller se faire des belles tartines matin, midi, soir et 365 jours par an. Oui, jusqu'à la prochaine tartine. Exactement. C'est donc de la simple tartine au beurre à des chefs-d'œuvre gastronomiques qu'ont sublimé les chefs durant tout ce mois de janvier en ma compagnie et celle de ma fille aussi qui m'a donné un bon coup de main pour l'association Sainte Tartine. On a pu voir un panel de compétences de créativité qui était absolument extraordinaire. Moi qui suis un fervent amateur et convaincu que la tartine a encore de l'avenir et a beaucoup de choses à promettre et à donner, je vous donne rendez-vous donc ce soir à partir de 19h sur le site de saintetartine.fr. Vous allez voir, donc on va essayer de mettre toutes les recettes en ligne. J'ai un peu de doute qu'on y arrive, mais ce sera fait dans les prochaines heures ou prochains jours. Suivez ces chefs, suivez leurs recettes. Elles vous donneront, j'espère, de l'inspiration. Elles vous donneront envie de retourner dans les restaurants parce qu'il faut rappeler que les restaurants sont fermés en ce moment, tout comme les théâtres, les lieux culturels. Il ne faut pas les oublier. Ils sont là, ils restent actifs, les chefs sont très créatifs malgré tout. Et je pense que les acteurs et tout le monde de la culture également n'est pas le cul assis sur son fauteuil à attendre que les choses se passent. On croit et on espère que ça va bientôt, on va se retrouver les uns les autres autour d'une tartine. Autour d'une table ou autour d'une scène.
comme ici. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, bravo. Merci à tous. Merci, bravo.